Commençons ce journal par un feuilleton qui dure depuis quelques semaines. On a déjà pu en parler le mois dernier avec la commissaire européenne Mairead McGuinness et son souhait d'interdire les rétrocessions. L'Allemagne a très clairement dit qu'ils étaient contre via leur ministre des Finances, Christian Lindner. La France a fait pareil via le directeur général du Trésor qui, mi-février, a dit à Bruxelles c'est un non catégorique. Et pourtant, Mairead McGuinness n'a pas dit son dernier mot. Elle est bien consciente qu'elle a un calendrier précis. En 2024, il y a des nouvelles élections européennes. Elle voudrait donc faire passer le texte avant. Pour ceci, elle a une fenêtre de tir, une date à retenir, le 5 avril 2023, où elle présente au Parlement européen son texte Retail Investment Strategy, dans lequel elle voudrait reprendre cette mesure. Les CGP, vous pouvez l'imaginer, sont en majorité contre son texte et pourtant un certain nombre semblent résignés, semblent dire que c'est quelque chose qui va arriver dans un futur. Je peux citer par exemple Benoît Lombard, le président de la Place, ou Guillaume Lucchini de Scala Patrimoine, qui tous les deux disent voilà, c'est quelque chose qui va arriver. N'oublions pas qu'en France, le souci de transparence de cette commissaire européenne, il est déjà en grande majorité traité parce que quand un CGP travaille avec un client, il est obligé de lui communiquer le montant de ses rétrocessions. Souhaite quand même, Georges, mais on va quand même refaire 2 secondes l'histoire. Alors au début, le sujet des rétros, il est rentré sur le thème de l'indépendance. J'aurais tendance à dire sujet réglé. On peut plus être indépendant, s'afficher comme étant indépendant si on touche des rétros. Est-ce que ça a fondamentalement changé le marché? Absolument pas. Donc là, on est en fait en train de revenir sur un sujet plus global qui est le sujet des frais. Et les rétros ne sont en fait qu'un bout de ce dossier-là. Reste que le sujet des frais, c'était un sujet majeur quand les taux étaient à 0. Mais maintenant qu'ils repartent, on peut s'interroger. Oui, Jean-François, la baisse des frais, vous avez raison, on n'y coupera pas, on va y arriver. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que le digital peut vraiment nous y aider. Vous savez, le digital, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On parle beaucoup de robo-advisor, de CGP outillés, de CGP digitaux, de signature électronique, de plein de choses. Mais très concrètement, finalement, le but de la technologie, c'est quoi? C'est très simple. C'est d'arriver à retirer au CGP toutes les tâches qui lui prennent beaucoup de temps et qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée pour qu'il puisse consacrer plus de temps à conseiller son client. Il y a déjà sur le marché un nombre d'acteurs, on peut citer Lynxea, WeSave, Nalo ou Yomoni qui proposent des solutions d'épargne basées avec plus ou moins de technologie, mais des solutions 100% digitalisées. Ces sociétés, aujourd'hui, elles représentent une part très, très, très infime des 6 000 milliards d'épargne des Français. La plupart sont encore déficitaires, mais est-ce qu'elles sont l'avenir? On peut se poser la question. Quand on regarde les chiffres, par exemple, si on regarde les chiffres de Yomoni, ça commence à bouger. En 2022, ils ont collecté 250 millions d'euros, qui déjà est un chiffre tout à fait conséquent, et en plus c'est 40% d'augmentation. Ça montre bien qu'au fur et à mesure ça marche de mieux en mieux. Les grands groupes, c'est toujours intéressant, commencent aussi à regarder assez activement le sujet. Je peux par exemple vous citer WeSave qui a été racheté par Amundi ou BNP Paribas qui a racheté Gambit. Mais de l'autre côté, il faut quand même pas oublier qu'on est dans une période d'incertitude, vous avez l'occasion d'en parler Jean-François, on ne sait pas très bien comment ça se passe, ça change presque toutes les semaines ou tous les mois, donc on a vraiment besoin en tant qu'épargnant d'un conseil de quelqu'un à qui on puisse parler et pas seulement parler à un robot. Ces outils digitaux ont en plus un gros défaut qui est un défaut d'harmonisation. Faites le test, allez souscrire chez un même CGP 2 produits, par exemple 2 assurances-vie fournies par 2 plateformes ou 2 assureurs différents. Vous risquez d'avoir 2 parcours très différents avec un outil de signature électronique qui ne sera pas le même, la valeur de preuve sera la même, mais la concept ne sera pas le même, vous n'aurez pas le même SMS, pas le même contrôle, etc. Donc c'est très délicat et c'est encore compliqué aujourd'hui d'avoir une vraie expérience client agréable et vraiment qui fonctionne bien. Donc la vision, ça semble être quoi? Ça semble être un mix. La technologie, oui, la technologie à 100%, mais dans le soutien, dans l'accompagnement du conseil, dans l'accompagnement du CGP. Le CGP pourra ainsi, je l'ai déjà dit, mais consacrer plus de temps au conseil et mieux s'occuper de son client. Un mot quand même sur ce sujet de la baisse des coûts qui en fait concerne tout le monde sur la place, y compris par exemple les asset managers. Georges, le mois dernier dans le Mercato, vous nous aviez parlé du rapprochement entre Trustteam et Gaspal Gestion qui avait pour objectif d'atteindre une taille critique, notamment pour absorber les coûts fixes. Ce mois-ci, on a l'annonce de discussions exclusives entre le groupe Primonial et la Banque Postale Asset Management sur le dossier de la financière de l'échiquier. L'objectif pour la Banque Postale Asset Management, c'est d'afficher plus de 60 milliards d'encours. Alors, j'en profite d'ailleurs pour vous faire 2 annonces. La première, c'est que Stéphane Vidal, le patron de Primonial, sera avec nous lors d'une émission spéciale au mois d'avril.
Et la deuxième annonce que je peux faire, c'est que votre mercato est déjà en ligne sur et plus encore et sur LinkedIn. Oui, alors moi je vais enchaîner sur un autre sujet très tendance que le private equity. On aura d'ailleurs l'occasion d'en parler dans une prochaine émission des Plus Encore. Ce private equity, il est de plus en plus distribué par les CGP et entre autres dans l'assurance vie. Il y a de nombreux acteurs sur le marché, il y a plein de nouveaux, qui ont quelques années maintenant. Je peux vous citer par exemple Altaroc ou Arch Invest pour n'en citer que deux, mais il y en a beaucoup. Ils permettent à l'épargnant final d'accéder à des produits avec des rendements très intéressants qui, historiquement, n'étaient accessibles qu'aux plus grandes fortunes. Mais l'assurance vie, sa présence du private equity dans l'assurance vie inquiète, inquiète, oui, c'est le cas de le dire, les gendarmes financiers. Pourquoi ? En Italie et en Allemagne, les assureurs ont tendance à vendre leur portefeuille d'assurance vie et ils se posent une vraie question, la question de la liquidité. Comme vous le savez, l'assurance vie est supposée la garantir. En Italie, on a un cas très concret avec l'assureur vie Eurovita qui ne peut plus garantir celle du contrat Cinven. Les épargnants ne peuvent donc plus retirer leur épargne. Aux États-Unis, on a des sujets assez équivalents. Du coup, aux États-Unis comme en Europe, les régulateurs suivent de très très près les dossiers avec une question clé sur les stress tests. Historiquement, on est tendance à dire, bon, stress test, on le fait, mais c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. On s'est malheureusement rendu compte qu'entre la crise du Covid et la crise de la guerre en Ukraine, les scénarios les plus pessimistes peuvent arriver, ce qui oblige les régulateurs à être encore plus inquiets et encore plus regardants. En plus, le private equity a connu un fort ralentissement dans ses investissements au second semestre 2022, avec une baisse de plus de 30% des opérations, alors que de l'autre côté, les fonds ont des sommes de plus en plus conséquentes à investir. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de la poudre sèche. Il y a aujourd'hui 3 700 milliards de dollars à fin 2022 qui n'étaient pas investis, donc pour lesquels ils cherchent des investissements. Tout ceci ne peut nous amener qu'à une chose, dire au CGP du private equity, oui, bien sûr, vous pouvez en faire, mais faites très attention à le faire avec les bons partenaires. On continue. Oui, alors pour continuer dans la prudence, on a un vrai risque en 2023, c'est le flux. Est-ce que très concrètement, on va avoir d'une nouvelle épargne ? Un premier indicateur qui n'est pas très rassurant, le chiffre de la collecte sur le livret A dans l'ensemble de l'année 2022, c'est 20 milliards. Vous prenez le chiffre de la collecte du livret A seulement sur le mois de janvier 2023, c'est 9 milliards. Donc en un mois, on a fait 50% d'une année. Un autre indicateur, vous en parliez très bien, Jean-François, le mois dernier, le problème de l'investissement immobilier et du financement à crédit. Il y a 12 mois, je vais me prendre un exemple, mais j'achète un appartement avec ma femme, mes enfants, je pouvais espérer financer 100% du bien plus les frais de notaire. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, c'est complètement impossible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un an, je pouvais garder un peu d'épargne à côté et continuer à faire fructifier cette épargne via un CGP, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement impossible. Les CGP vont devoir donc se poser une question clé en 2023. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à aller acquérir de nouveaux clients ou est-ce qu'ils vont devoir privilégier encore plus leurs clients actuels, mieux les accompagner et pourquoi pas avec le digital ? Avec effectivement aussi une concurrence majeure qui va être celle des produits bancaires et notamment des comptes à terme qu'on voit remonter fortement en puissance. Et ça, c'est notamment important pour tous les CGP qui s'intéressent beaucoup aux trésoreries d'entreprise. Merci beaucoup, Georges, pour ces informations décryptées. On passe tout de suite à notre débat et on va parler immobilier.